Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre podcast de psychoéducation Psy-Neuropsy, le podcast pour les femmes et pour tous les hommes qui aiment les femmes. Je suis Sandrine, psychologue et neuropsychologue et je vous accueille pour discuter psychologie. Avec la rentrée, Gradiela, qui m'accompagnait dans les podcasts précédents, est partie vers d'autres projets. Aujourd'hui, un nouvel épisode centré sur le TDAH, ce trouble qui gagne en popularité mais qui reste encore très incompris. Nous nous interrogerons donc sur ce que cela signifie d'être une femme en 2024 et de souffrir de TDAH. Le but de cet épisode est de permettre à certaines femmes d'oser s'interroger sur un éventuel TDAH et de permettre à leurs compagnons, maris, pères, frères, collègues, de les aider à faire le pas afin d'obtenir un diagnostic. Pour illustrer mon propos, je vais accueillir Emma, une jeune femme de 21 ans qui a accepté de raconter son parcours diagnostique avec une grande sincérité. Donc, nous commencerons par une brève description de ce qu'est le TDAH, illustrée par l'expérience d'Emma. Nous enchaînerons avec le parcours diagnostique recommandé et celui peut-être plus chaotique d'Emma. Et nous terminerons avec une question: en quoi le diagnostic est-il important et qu'est-ce qu'il peut apporter tant au patient qu'à son entourage? Pour commencer, quelques généralités sur le TDAH. TDAH, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble qui a été défini dans le DSM et dans la CIM, donc les deux manuels qui concernent les troubles mentaux. Donc vous trouverez cette définition dans ces deux manuels si vous le souhaitez. Ce que je pense important de vous dire, c'est que ce trouble a trois composantes majeures: l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité, qu'elle soit motrice ou intellectuelle. On peut avoir un TDAH si l'on a l'une de ces trois composantes, ou deux, ou trois. Ça donne des profils qui sont quand même assez différents selon les personnes. Il faut savoir que cette description est valable tant pour les femmes que pour les hommes. Cependant, la description officielle du trouble a été réalisée à partir de recherches effectuées principalement sur des sujets du genre masculin. Les recherches concernant les femmes n'ont commencé qu'en 2000. Et aujourd'hui encore, les échelles d'évaluation sont celles qui ont été créées pour les patients masculins. C'est en train d'évoluer, mais ce n'est pas encore fait. Dans la population féminine, l'expression du trouble est quelque peu différente. Elle est moins marquée, moins gênante que chez les garçons. Les garçons présentent plus couramment des comportements remuants de type hyperactivité, alors que les symptômes chez les filles sont plus discrets. On retrouve souvent un type inattentif chez les femmes. Cependant, je tiens à préciser que certaines filles et même certaines femmes présentent une hyperactivité non négligeable. Ainsi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de recevoir des petites filles de 6, 7, 8 ans qui venaient parce que décrites comme trop remuantes. Et elles peuvent parfois avoir des symptômes qui sont aussi marqués que ceux des garçons. Il existe également des femmes qui témoignent d'une hyperactivité intellectuelle, des pensées incessantes, un cerveau dont elles disent qu'elles aimeraient le débrancher pour avoir enfin un peu de repos. Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire existant depuis l'enfance. Il est donc important de porter une attention toute particulière à ce qui a pu se produire durant cette période. On pose beaucoup de questions lors des entretiens diagnostiques sur cette période-là. Cependant, il arrive souvent que les souvenirs manquent de précision et parfois même que les parents ne soient pas en mesure d'apporter les informations attendues. On va écouter Emma qui nous parle de son enfance et des souvenirs qui lui restent. Ces souvenirs, vous le verrez, manquent de précision clinique. Mais comment pourrait-il en être autrement chez un enfant? Ce qui est important, c'est son ressenti. Le ressenti d'une différence dont elle ne comprend pas le sens et qui est désagréable. Écoutons Emma. En primaire, c'était assez calme, même si j'avais, on va dire des pics d'activité un petit peu importants par rapport aux autres enfants. Mais, j'avais des capacités intellectuelles qui me permettaient de rester au même niveau que les autres et même plus, enfin, on avait un niveau plus important que les autres. Par contre, au collège, j'ai bien vu la différence quand, il y avait plus de travail à la maison. Ça suffisait pas juste d'écouter en classe, en fait, pour pouvoir répondre quelque chose au contrôle après. Et ça s'est compliqué c'était pas juste des questions-réponses de par cœur, c'est devenu des questions où il fallait élaborer, il fallait écrire, enfin élaborer une pensée en fait et faire quelque chose de construit qui est du coup là, ça a commencé à poser problème. Bah, pour poursuivre au lycée, c'est pareil, ça a toujours été un peu compliqué, avec, des blocages un petit peu dans certaines matières parce que, niveau, soit j'aimais pas le prof, soit, donc c'était toujours, il y avait des matières où j'étais très, très forte, surtout les langues parce que ça me plaisait, parce que j'avais envie, et les matières qui m'intéressaient pas, c'était une catastrophe complète. J'ai petit à petit lâché, bon en particulier en maths, mais après ça a aussi lâché un petit peu dans toutes les autres matières au fur et à mesure. Oui, c'est là que je me suis rendu compte aussi qu'il y avait quelque chose qui était pas peut-être pas tout à fait, bon, parce que les autres, avaient des difficultés, mais pas au même endroit que moi,
et moi, ce qui m'embêtait le plus, c'était surtout la rédaction, en fait, et les dissertations en français, et j'avais toutes les idées possibles et inimaginables, mais impossible de les écrire et de faire quelque chose qui rentre bien sur papier. Et après, donc j'ai décidé de rentrer en école d'ergothérapie. J'ai eu beaucoup de difficultés parce qu'il y avait beaucoup de travail, beaucoup de choses à apprendre, et forcément l'intérêt, pas forcément dans toutes les toutes les unités d'enseignement qu'il y avait. Donc j'avais des grandes difficultés et je m'en suis rendu compte, au partiel, en fait, parce qu'on n'a pas forcément de feedback avant sur ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire, ce dans quoi on est bon, et ça a été assez, choquant quand même parce que pour quelqu'un qui partait avec une primaire qui se passait très, très bien, voire même mieux que les autres, j'arrive, en études sup, dans la moyenne basse de la classe, quoi, et c'était très, très dur, à comprendre et à entendre surtout. Après, ça s'est de mieux en mieux passé puisque le diagnostic a été posé. Pour Emma donc, les difficultés évoquées au primaire puis au collège et au lycée sont réelles, mais insuffisamment marquées pour être prises au sérieux par son entourage. En effet, pour les adultes, enseignants, parents, tant que l'enfant a de bons résultats scolaires, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Cependant, on peut quand même faire un petit aparté à ce niveau-là. C'est vrai que les résultats scolaires sont importants, mais ils sont peut-être pas suffisants pour conclure ou non qu'un enfant a des difficultés, a un éventuel problème. On peut envisager de considérer d'autres marqueurs. Par exemple, un premier marqueur serait l'effort consenti. Certains enfants continuent ou ont de très bons résultats, mais avec un effort qui est considérable, démesuré par rapport à ce qu'il devrait être. Et l'école prend une place qui ne devrait pas être la sienne. C'est-à-dire que l'école, c'est comme un travail. Ça doit occuper une place dans la vie, mais ce n'est pas toute la vie. Et le second marqueur qu'on peut éventuellement envisager, c'est le niveau d'anxiété de l'enfant. Quand l'enfant commence à montrer des signes d'anxiété, c'est que probablement il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et ce peut être effectivement le fait d'avoir une difficulté au niveau scolaire qui n'est pas réellement entendue ou vue par les enseignants et les parents. J'ai l'exemple à cet égard d'une patiente qui a attendu d'être scolarisée en 4e pour recevoir un diagnostic de TDAH. Ses deux frères, eux, en CP et en C1, avaient reçu ce diagnostic-là, mais elle était très appliquée, faisait beaucoup d'efforts, avait une bonne efficience aussi. Et donc, elle est passée, encore une fois, au-dessous des marqueurs. Et c'est en 4e, c'est son niveau d'anxiété qui a permis d'envisager le fait qu'elle ait également un TDAH. Donc, n'hésitons pas à considérer plusieurs marqueurs lorsque on est face à un enfant. Mais pour en revenir à Emma, comme elle le raconte, plus elle avance dans les études, plus c'est difficile pour elle parce qu'elle peut de moins en moins compenser, grâce à son efficience. Et puis en grandissant, l'expression du trouble est également de plus en plus importante. Le vécu d'Emma est également différent à l'école et à la maison. Emma a compensé autant qu'elle le pouvait à l'école, mais on ne peut pas être dans un effort constant. Donc il y a un endroit où il y a un lâcher-prise, et pour Emma c'est à la maison, et en particulier avec sa maman. La difficulté à cet égard est souvent de différencier l'expression d'un trouble d'une éventuelle difficulté relationnelle avec un parent. Mais écoutons le témoignage d'Emma à cet égard, il est très intéressant. Et c'est là, en fait, c'est plutôt dans le sport qu'on m'a dit que j'avais trop d'énergie pour la danse classique, j'avais trop de plein de petites choses comme ça, et ça c'est arrivé à un moment où, peut-être une crise d'adolescence qui a commencé un peu trop tôt, et vers 8 ans, ça a commencé à clasher, en fait, avec ma mère, et ça s'est pas trop arrêté, au fait, au final. Mais au niveau du comportement, c'était vraiment plus dans le privé. C'était Et beaucoup plus dans le au privé, et niveau même privé très, très familial, avec ma famille, je faisais toujours très attention et j'étais jamais dans l'excès non plus. Enfin, en tout cas, de ce que je me rappelle, j'avais jamais des comportements, excessifs, et j'étais toujours très calme. En fait, comme à l'école, j'étais beaucoup plus calme, quand il y avait d'autres personnes autour de moi, que quand il y avait, que ma mère qui était avec moi. Ou, même en extérieur, il y a quelques fois où, j'avais des comportements, bon, j'ai des petites anecdotes qui sont assez sympas apparemment, mais c'était jamais non plus trop et pas tout le temps. C'était plutôt quand j'étais occupée, en fait. On m'amenait à l'extérieur, j'avais des choses à faire, donc en fait, j'avais pas forcément de choses, l'énergie se dépensait automatiquement, et c'était plutôt quand je rentrais à la maison qu'il y avait plus rien à faire, et là, ça partait dans tous les sens parce que j'avais pas envie de faire ci, parce que, j'étais pas contente, parce que, je m'en rappelle pas vraiment de tout, mais Est-ce qu'il fallait vous répéter les choses plusieurs fois aussi? oui, tout le temps. Tout le temps. Mais encore une fois, que à la maison, pas à l'école, parce qu'il y avait d'autres trucs qui m'intéressaient sur le moment, donc j'étais pas occupée à aller prendre ma douche, et j'étais pas occupée à on me dit: «Là, cette douche-là, faut que tu te laves les cheveux». Je m'en rappelais pas, en fait, hein. Au bout de Je sortais de la douche, je me faisais gronder parce que je m'étais pas lavé les cheveux, mais en fait, j'avais oublié qu'il fallait que je me lave les cheveux.
Ainsi, quand on écoute Emma, on se rend compte que lorsque le trouble n'est pas diagnostiqué, son expression peut avoir une incidence non négligeable sur les relations parents-enfants. Ni les parents ni les enfants ne comprennent ce qui se passe vraiment. Et souvent, l'enfant ne comprend pas les remontrances permanentes de ses parents, alors qu'eux-mêmes ont l'impression qu'il fait exprès de les agacer. Et ceci est d'autant plus vrai qu'il est capable de se conduire correctement dans un autre environnement. Il faut quand même savoir que si l'enfant lâche prise à la maison, c'est parce qu'il identifie ce lieu comme le plus sécure pour lâcher prise, ce qui dans l'absolu est plutôt positif, mais n'en demeure pas moins compliqué à gérer au quotidien. Emma évoque aussi le fait qu'elle ne faisait pas exprès de ne pas écouter les consignes données. La mémoire de travail est souvent déficitaire en présence d'un TDAH et les enfants concernés sont rapidement distraits par d'autres stimuli plus intéressants, plus immédiats, et ils oublient ce qui leur a été demandé, sans aucune volonté de ne pas faire ou d'embêter. Enfin, Emma indique son besoin de dépenser son trop-plein d'énergie. Certes, elle parvenait à se canaliser, mais elle devait absolument pratiquer de nombreuses heures de sport pour se défouler. Le sport est de plus en plus reconnu comme important dans la prise en charge du TDAH, et ce, dès l'enfance. Dans l'idéal, il doit cependant être un lieu de défoulement et non un nouveau lieu de demandes qui ne peuvent être satisfaites. Il arrive effectivement que dans les activités sportives, l'enfant soit pointé du doigt parce qu'il ne parvient pas à suivre toutes les consignes, parce qu'il papillonne, parce qu'il rêve. À cet égard, j'avais une jeune patiente qui pratiquait la danse classique, sport qu'elle avait choisi. Cependant, sa difficulté, notamment à respecter à la lettre la discipline, l'a amenée à progresser moins vite que les autres, ce qu'elle a vécu comme un échec. Il est donc très important de bien choisir la discipline sportive et l'environnement proposé. De son côté, Emma traverse donc son enfance et son adolescence sans que quiconque n'émette l'hypothèse d'un éventuel TDAH. Le temps passe et l'expression du trouble augmente. D'une manière générale, chez les femmes, contrairement aux hommes, l'expression du trouble a tendance à être plus marquée à l'âge adulte que durant l'enfance. On peut notamment évoquer 2 raisons. Une première raison est hormonale. Les taux d'oestrogène ont une incidence sur l'expression du trouble. Il est donc important d'être particulièrement vigilant en période de grosses variations hormonales, comme la grossesse, le postpartum, la périménopause ou la ménopause. La deuxième raison, c'est l'augmentation de la charge mentale. Donc quand il y a une augmentation importante de la charge mentale, on peut avoir une expression plus marquée du trouble. Et aujourd'hui, les femmes ont encore une charge mentale supérieure à celle des hommes en ce qui concerne l'entretien de la maison et puis la prise en charge des enfants. Et ce peut être également, comme Emma l'a vécu, parce que la charge mentale liée aux études ou à la profession augmente de manière significative. On en revient à Emma et on va la réécouter pour savoir ce qui l'a amenée à rechercher un diagnostic. C'est plusieurs choses. Déjà, c'est, mon projet d'études parce que j'ai commencé à savoir très tôt que je voulais travailler avec les enfants, avec des enfants avec un handicap et du coup, forcément, je me renseignais un petit peu sur ça, sur qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y avait autour des handicaps, neurodéveloppementaux, par exemple et après j'ai, un cousin qui est arrivé et qui a été diagnostiqué TDAH, à 5 ans et en fait, c'est un petit peu moi qui ai dit: «Mais là, il y a quelque chose il y a quelque chose en fait, faudrait aller voir, aller consulter et cetera» et après c'est en comparant, ses comportements avec mes comportements au même âge, en fait, je me suis dit: «Mais il y a peut-être quelque chose, faut que j'aille creuser». Donc je vais voir et je me rends compte qu'en fait, c'est exactement toutes les difficultés que j'ai à l'école. C'est les difficultés aussi que je peux avoir d'intégration, de timidité, il y a plein d'éléments qui collent, en fait, avec ce qui me pose problème et donc du coup, je creuse, mais bon, personne m'écoute et personne ne comprend puisque même au collège, j'avais encore des capacités qui étaient très bonnes, j'étais pas non plus la dernière de la classe, loin de là et c'est à partir du lycée où ça a commencé vraiment un petit peu à dégringoler mais ça restait normal, en fait. J'avais des moyennes où j'étais à presque 19 et d'autres où j'étais à 12-13 donc c'était pas non plus. Enfin, c'était Catastrophique. pas une catastrophe non plus et donc du coup, personne ne m'a cru. Personne ne m'a dit: «Non mais oui, il y a peut-être quelque chose, on va aller voir et cetera» et donc ça a été long et c'est vers la terminale où je me suis dit: «Non mais là, c'est pas possible» et c'est là où j'ai commencé c'est pas bien, faut pas le faire, à aller voir sur internet, à faire des tests sur internet pour voir s'il y avait quelque chose, et bon, évidemment, des trucs pourris mais bon, c'était un début et l'arrivée en études sup, avec toutes les informations que j'ai eues, par rapport forcément à mon métier à l'ergothérapie, je me suis dit: «Non, mais il faut faire quelque chose parce que là, c'est pas possible, j'y arrive pas. Il y a un truc qui va pas et j'ai pas envie de rater mes études parce qu'il y a un truc qui va pas et que je sais pas ce que c'est». Donc du coup, j'ai fait, la démarche d'aller voir, donc une neuropsychologue qui était bon, une que j'ai trouvée, un petit peu comme ça mais j'avais aucune idée en fait qu'il fallait être formé pour pouvoir faire les bilans, qu'il fallait être donc en fait, elle m'a fait un bilan classique, un test de QI, un test,
le bilan classique, quoi. Et quand je lui parle du TDAH, je lui dis: «Bah, j'aimerais bien faire un test sur TDAH parce que je pense que j'ai ça». Et elle me dit: «Oui, bah, je regarde» et cetera. Elle avait pas l'air très informée, donc je me suis pas inquiétée, enfin, j'ai laissé court. Et c'est avec le recul que, en fait, le bilan qu'elle m'a fait passer, il était pas du tout correct. Et à la fin, quand elle m'a fait le compte rendu, elle m'a dit: «Bah, non, il y a rien». Enfin, il y a pas de TDAH en tout cas, et c'est complètement l'inverse de ce que je pensais parce qu'elle m'a dit: «Bah, il y a rien du tout, quoi». Et je me suis dit: «C'est bizarre». Et il y a un truc, c'est pas possible parce que je le sais, et même si c'est pas ça, c'est forcément autre chose, et on m'a rien proposé d'autre. Donc du coup, j'ai laissé couler jusqu'à tomber sur une nouvelle neuropsy qui m'a fait un bon bilan, et donc du coup, j'ai été diagnostiquée, 2e courant de la deuxième année d'études sup, je crois. Par rapport au diagnostic, je pense qu'il y a eu effectivement le bilan neuropsy, mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi d'autres interventions? Est-ce qu'il n'y a pas eu, un neurologue ou, un psychiatre, un médecin, on va dire, qui est intervenu? Un psychiatre, oui, mais c'est après coup, et c'était plus pour la médication du coup, qui m'a confirmé du coup le diagnostic au vu du bilan, et qui m'a expliqué un petit peu comment ça allait se passer pour la médication, parce que c'était pour ça que j'étais allée le voir. Il n'y a pas vraiment eu d'autres, vraiment médecins, enfin je crois, parce que même mon médecin généraliste, quand je lui ai dit, bah, j'ai ça, parce que du coup je l'ai informé sur ma médication par rapport aux médicaments que je devais prendre, si je devais en prendre d'autres, et il m'a dit: «Mais c'est n'importe quoi». Donc parce qu'il me connaît depuis longtemps, et enfin, il a pas compris en fait, pareil, encore une fois, par rapport à mes résultats scolaires, c'est pas possible qu'il y ait des bons résultats et qu'en même temps, il y a un problème, il y a un autre, enfin, il y a un problème neurodéveloppemental. Ce que vous nous dites là pour le diagnostic, c'est qu'il est important quand même d'essayer d'aller voir des personnes qui, connaissent le trouble. Parce que finalement, tous les neuropsychologues ne connaissent pas le trouble, tous les médecins généralistes ne le connaissent pas, tous les psychiatres ou neurologues, ne fonctionnent pas avec ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein, c'est pas du tout notre propos. C'est juste de dire que, on peut pas être spécialiste de tout et que peut-être il faut se renseigner sur les personnes qui connaissent le trouble. Et en particulier, profite de l'occasion pour dire que, a été créée la Société française de TDAH, et que cette société aujourd'hui regroupe, un grand nombre de personnes qui sont concernées par le trouble et qui le connaissent. Donc ça peut être un bon support pour les personnes qui ont besoin d'être diagnostiquées. Mais qu'en tout cas, aller voir quelqu'un qui connaît le trouble, ça permet ou ça vous aurait permis à vous d'avoir un diagnostic peut-être un peu plus rapide. Ah oui, absolument, mais c'est surtout aussi le fait de trouver des professionnels, parce qu'en fait, moi, j'étais bien dans mon truc, mais en fait, je trouvais que des pédopsies ou des neuropsies qui s'occupaient que des enfants. Donc quand, il y a une limite d'âge sur Doctolib, bah, ils te prennent pas quand tu as plus de 18 ans. Enfin, c'est plein de petits éléments comme ça où en fait, bah, tu es adulte et du coup, tu as moins l'accès au diagnostic que si tu avais été diagnostiqué 3 ans plus tôt. Et du coup, c'est un petit peu frustrant parce que c'est on cherche, et en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui abandonnent parce que il y a pas d'accès en fait. De connaître, des professionnels, de connaître d'autres personnes qui sont diagnostiquées et adultes, ça aide vachement à se faire diagnostiquer. En écoutant Emma, on a l'impression que le parcours diagnostique est quand même un petit peu un parcours du combattant. C'est vrai qu'Emma a rencontré des difficultés qui malheureusement sont légion. La question du diagnostic en France reste épineuse. On rappelle que le diagnostic doit toujours être posé par un médecin, que ce soit un médecin généraliste ou plus généralement un psychiatre ou un neurologue. Pour trouver des adresses de professionnels qui connaissent bien le TDAH, je vous invite à consulter l'association Société française de TDAH, SF-TDAH. C'est une association qui a été créée assez récemment et qui regroupe de nombreux professionnels qui s'intéressent particulièrement à ce trouble-là. Il existe évidemment, comme le note Emma, des problèmes de disponibilité. Il est vrai que la prise de rendez-vous est souvent longue et l'attente est difficile. Mais on voit avec le témoignage d'Emma que finalement, c'est important de prendre son mal en patience. Une petite précision importante également. Dans les textes, il est indiqué que la réalisation d'un bilan neuropsychologique n'est pas obligatoire pour obtenir un diagnostic, mais que ce bilan peut apporter un complément intéressant, notamment pour le suivi. La réalisation des tests neuropsychologiques ne suffit pas à établir un diagnostic. Il existe en effet de nombreux faux positifs et faux négatifs. Cependant, la compétence du neuropsychologue ne se limite pas à la passation de tests. Elle est bien plus vaste et particulièrement, il a la capacité à offrir un point de vue clinique sur la situation et sur l'interprétation des résultats des tests. Certains neuropsychologues ont une expertise particulièrement développée dans la connaissance de ce trouble. Ils pourront vous apporter une première lecture de votre situation, vous indiquer le chemin à suivre pour être diagnostiqué et peut-être aussi vous accompagner avec des suivis adaptés. Mais je le répète, le diagnostic est toujours posé par un médecin. Revenons au témoignage d'Emma. Elle nous décrit son parcours diagnostique qui a été long et lui a demandé beaucoup d'énergie. On peut s'interroger sur ce que ce diagnostic lui a apporté, s'il a changé son quotidien et de quelle manière.
Beaucoup de choses, principalement la vision que j'avais de moi-même. Parce qu'en fait, je partais du principe que j'y arrivais pas et donc en fait, je m'obstinais à me dire: «Bah si, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive» et il y avait plein de choses que j'y arrivais pas et même si, il y avait, d'autres choses où j'étais très performante, en fait, le fait que j'y arrive pas dans certaines choses, je comprenais pas et en fait, du coup, rien que de dire: «Ah bah, en fait, c'est pas forcément ma faute, c'est juste que je fonctionne comme ça, c'est pas grave, enfin, c'est juste je fonctionne comme ça, faut que je trouve un autre moyen et si je trouve un autre moyen, normalement, ça devrait fonctionner». Et donc juste ça, de me dire: «Bah, c'est pas moi, c'est pas grave et il faut changer et ça ira mieux comme ça». Le fait de savoir que, bah, voilà, c'est pas Qu'il grave, y avait pas il y a c'était pas votre faute et voilà, surtout parce c'est que du pas coup moi et souvent, c'est pas mes capacités intellectuelles, en fait, on va dire, qui bug, c'est juste, bah, mon fonctionnement qui est comme ça et les maths, ça m'intéresse pas, donc forcément, les maths, j'avais des mauvaises notes et c'est bête, mais rien que de comprendre ça, ça fait évoluer beaucoup la vision qu'on a de soi-même et c'est très utile dans des études supérieures quand, on veut devenir ergothérapeute d'avoir une bonne vision de soi-même parce que sinon on peut pas être, à 100 avec les patients. Bah, voilà, ça a déjà changé ça. est-ce que vous avez eu l'impression d'être cataloguée, mise dans une case ou est-ce que ça c'était pas important? Ou est-ce que au contraire le fait d'avoir, justement, ce qu'on appelle une étiquette, c'était vous reconnaître dans quelque chose? Ouais, bah, pour moi, moi, j'ai beaucoup apprécié avoir cette étiquette-là. Enfin, en fait, pour moi, c'était pas négatif, c'était positif parce que en ayant cette étiquette, beh, j'ai pu m'associer à d'autres personnes qui avaient la même que moi et c'est beaucoup plus fort, enfin, beaucoup plus facile de se faire entendre quand on est plein que quand on est tout seul et donc de dire: «Bah, moi, j'ai un TDAH et je suis pas la seule, donc en fait, vous pouvez aller voir ailleurs, il y a ça qui se passe». En fait, c'est normal, du coup, c'est plus un gros trouble puisqu'en fait, on est plein. On est plein à avoir la même chose et donc rien que ça, déjà, moi, ça m'a beaucoup servi. Par contre, quand, on part dans les stages où il a fallu dire: «Bah, j'ai un TDAH» et qu'en fait l'école n'a pas forcément voulu que je le dise tout de suite, pour me laisser le temps enfin, je sais pas trop pourquoi en fait, mais donc du coup je l'ai dit, bah, un peu au milieu, donc en fait ils m'ont dit: «Oui, mais c'est une excuse». Ben non, c'est pas une excuse, mais moi j'ai besoin de le dire, on m'interdit. En fait, je pense que c'est perçu comme une étiquette par les personnes extérieures. Ma mère aussi le perçoit comme une étiquette et d'ailleurs à chaque fois que je lui en parle, elle dit: «Oui, mais il faut pas mettre des étiquettes à tout le monde, ça sert à rien». Mais ça sert pas en fait aux autres, ça sert à la personne elle-même. Parce que moi, j'aurais pas pu, continuer à ne pas savoir ce que j'avais pendant 10 ans, c'était pas possible, il fallait que je sache et il fallait que je m'identifie à un groupe et il fallait que je comprenne et que je vois que tout le monde fait pareil, qu'il y a enfin c'est bête, mais sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur, tous les gens qu'on voit qui tu dis: «Ah bah oui, mais je fais pareil, mais ça va en fait, du coup ça va, enfin je suis normale au final» et donc je pense que cette étiquette, elle est importante pour la personne, mais c'est vrai qu'au niveau de la société, c'est mal perçu parce que quand on dit: «J'ai ça», bah tout de suite, enfin en tout cas moi, dans le monde du travail, ça a été perçu comme, bah, c'est une excuse ou comme, «Ah bah du coup, faut pas la traiter comme ci, faut pas la traiter comme ça», alors qu'en fait non, c'est juste, bah, j'ai ça, donc je vous préviens, je vous explique ce que c'est, pourquoi je vous le dis parce que si je le dis, c'est pas juste parce que j'ai envie de le dire, c'est parce qu'il y a une raison derrière et que j'ai besoin d'avoir des aides un petit peu spécifiques ou de la compréhension sur certaines choses et ça a pas été perçu comme ça dans tous mes stages, que j'ai pu faire. On voit donc que le diagnostic a eu un impact considérable sur la vie d'Emma. Savoir qu'elle souffrait d'un TDAH lui a permis de lire sa vie différemment, et en particulier d'avoir une meilleure vision d'elle-même. Tout ce qui lui était reproché depuis toujours n'était pas de sa faute, et elle n'était pas stupide. Difficile de vivre avec l'impression d'être stupide et ou mal intentionné. On ne peut qu'imaginer la difficulté à se construire avec ce genre de pensée sur soi. En première intention, le diagnostic apporte donc une nouvelle grille de lecture de soi vis-à-vis de soi. Grille de lecture qui aide à redorer l'image que l'on peut avoir de soi-même. Le second point très important qu'Emma souligne, c'est le sentiment d'appartenance. Je ne suis pas seule. D'autres ont la même difficulté que moi. Je ne suis pas un vilain petit canard. Je suis normale, comme elle le dit. Je peux échanger avec d'autres et trouver avec eux des solutions aux difficultés que je rencontre. Le troisième point est en lien avec le monde du travail. Il est possible de communiquer sur son trouble et de bénéficier officiellement ou officieusement d'adaptation. Officiellement, il s'agit d'avoir une reconnaissance des difficultés et éventuellement un accompagnement, notamment par la médecine du travail, pour mettre en place des aménagements de poste. J'ai accompagné une jeune femme en binôme avec un médecin du travail. Elle avait un poste dans une collectivité locale. Mais ses difficultés étaient absolument incomprises. Au départ, on lui avait demandé de classer des documents. Elle qui souffrait de problèmes d'organisation. Inutile de vous dire qu'elle s'est retrouvée en échec. Mais l'intervention bienveillante du médecin du travail a permis de la changer de poste et d'adapter sa fonction et son temps de travail à ses besoins.
Officieusement, lorsque le trouble est communiqué à la hiérarchie, au sein d'une équipe, il est possible de limiter certaines tâches difficiles. Par exemple, j'ai un patient excellent vendeur qui a des problèmes d'organisation. Encore. L'équipe s'est organisée de manière à ce qu'il fasse les ventes. Le suivi administratif est assuré par d'autres collègues. Cependant, pour que cela fonctionne, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'éviter des tâches que l'on ne souhaite pas faire, mais de reconnaître la difficulté accrue de certaines tâches en lien avec le profil. Le professionnel TDAH aura la même charge de travail que les autres, mais sur des tâches qui ne sont pas problématiques ou dans un environnement différent ou avec un tempo différent. Le dernier point soulevé par Emma est la relation avec l'entourage. Il est souvent difficile pour l'entourage de comprendre ce qu'est le TDAH, mais avec beaucoup de volonté et parfois une aide extérieure, l'entourage peut également adopter une nouvelle grille de lecture des situations problématiques. Nous reviendrons sur ces aspects dans le prochain épisode de votre podcast Psy Neuropsy, avec d'autres témoignages qui porteront en particulier sur la médication, les suivis et les adaptations recommandées suite au diagnostic. Un grand merci à Emma pour sa participation. Nous nous retrouverons dans 2 semaines pour un nouvel épisode traitant du TDAH chez les femmes adultes. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter les épisodes précédents et vous abonner en cliquant sur la cloche pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes. Vous pouvez également me poser toutes les questions que vous souhaitez ou me soumettre des idées, des remarques, soit sur Instagram, PsyNeuropsy, soit sur le site psyneuropsy.fr. N'oubliez pas, .fr. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à bientôt sur cette chaîne qui parle de psychologie à toutes les femmes et à tous les hommes qui aiment les femmes.